Écoutez, je suis ravi que vous soyez là. Je ne vais pas être trop bavard comme à mon habitude parce que pour le coup, la parole est à vous. On est ravis aussi de vous voir aussi nombreux. Ça fait un peu la cohésion entre la partie universitaire et professionnelle. Et puis on a la chance pour cette table ronde d'avoir des acteurs divers. Donc ça va être riche, j'en suis sûr. Et ça fait suite aussi par rapport aux conférences qu'on vient d'avoir. Et c'est assez intéressant cette journée parce que moi je suis plutôt issu du monde du droit, du monde de la gestion. Et quand je suis arrivé dans le département APA il y a 8-9 ans, on m'a dit compétition, c'est pas nous, performance, surtout pas, et profit, je t'en parle même pas. Et là, du coup, on en arrive à aborder ce sujet. Et je trouve ça hyper intéressant du coup de pouvoir voir le lien. On a parlé d'olympisme, de para-olympisme, on a de la compétition, et on pourrait peut-être maintenant aussi aborder la partie qui peut aussi nous intéresser, à savoir l'adaptation. Et puis je vais poser un peu la question qui est un peu le sujet de cette table ronde, qui est l'impact de la performance sur l'adaptation. Et comment ça peut influencer les formes de pratique. Je trouve que ça peut effectivement donner sujet à débat. Et puis après, voilà. Je maîtriserai un peu le temps parce que je pense qu'on est tous aussi bavards les uns que les autres. Je ne sais pas, qui veut démarrer ? Allez, je vais commencer peut-être par la plus jeune. Hein ? Je me permets, il faut bien définir un critère d'inégalité. Elle est ciblée là. Ouais. Non, pour moi, vraiment la performance, c'est ce que je vois moi dans le centre de rééducation dans lequel je travaille. C'est surtout le biais, c'est surtout par rapport à la motivation. Où effectivement, le fait d'avoir les Jeux Olympiques ou Paralympiques, ou même tous les événements sportifs de manière générale, ça crée vraiment une émulation collective et il y a vraiment ce côté motivation qui ressort. On a tous besoin de modèles ou de personnes à avoir en exemple pour pouvoir avancer. Et effectivement, c'est vraiment ce côté motivation qui est assez importante. Pour parler de la performance, c'est un petit peu compliqué. Alors moi, je suis en même temps prof EPS et prof de sport derrière et surtout entraîneur. Après, notamment sur la pratique de haut niveau. Alors la performance, moi je dirais que ça soit dans le monde du paralympisme ou de l'olympisme, ça reste une performance. Et avant tout, ce qu'on recherche, on a des soucis d'efficacité. Alors bien sûr, après, il y a le lien avec l'adaptation, mais l'adaptation, vous qui êtes étudiant en APA, c'est une qualité principale qu'on recherche avec les publics qu'on a. Et moi qui ai formé pas mal d'éducateurs sportifs, c'est aussi la première valeur que je leur demandais de développer. Du coup, pour continuer par rapport à ce que tu as dit Pascal, je crois que si on parle de l'adaptation aussi dans la performance, par rapport à certaines disciplines, il faut qu'on considère l'adaptation pour compenser la déficience motrice qui peut exister. Ça fait aussi le lien avec tout ce qui a pu être dit sur la classification avant. Et donc peut-être considérer les déterminants de la performance. Comme premier point, c'est aussi un élément lié à la classification et voir de quelle manière la déficience, on va dire, influe sur ces déterminants de la performance pour ensuite trouver une adaptation matérielle qui correspond aux besoins pour, on va dire, partir justement à un point neutre de départ et avoir une logique d'équité au début de l'épreuve. Mais il faut qu'on soit vigilant aussi à ce que l'adaptation matérielle, dans certains cas, ne soit pas une forme de dopage matériel. Donc voilà, c'est le premier élément qui me venait là par rapport à ce que tu disais, Pascal. Oui, donc effectivement, en fait, la performance, elle peut être au service de l'adaptation, au service de l'activité physique qu'on peut voir en SSR, dans les mises en sport santé, dans la vie de tous les jours. La performance, en fait, elle va être bénéfique et en même temps, elle peut ne pas l'être. On va parler effectivement de dopage. Et en fait, effectivement, la performance, on va s'accrocher en fait à des modèles parce que c'est ce qui nous fait rêver. On va vouloir essayer de copier des personnes qu'on voit en tant que sportifs de haut niveau, mais ça va amener aussi en fait dans l'adaptation, dans le sport, l'activité physique de tous les jours, ça nous amener des possibilités de dopage, que ce soit technique ou physiologique. Il y a eu des exemples récents là, sur une course de cyclisme amateur où la moitié du peloton a abandonné en cours de route parce qu'ils savaient qu'il y avait un contrôle qui allait arriver en fin
en fin de course, donc ça montre un petit peu en fait voilà, les problématiques que la performance peut apporter. Et en même temps, la performance, c'est grâce à ça aussi que on a des avancées technologiques sur le matériel. C'est grâce à, on voit aujourd'hui les outils qu'on a, par exemple le ski. Il y a 50 ans, on ne skiait pas du tout sur les mêmes outils. Sur les vélos, c'est la même chose. Et ça, c'est lié en fait à la recherche de performance au départ, qui est après au service de l'adaptation et du grand public. Donc voilà, donc il y a vraiment cette notion d'avantage et d'inconvénient, et après il va falloir poser le curseur là où on souhaite le mettre. Moi j'aimerais rappeler quelque chose, que déjà la performance c'est simplement un résultat obtenu pour une épreuve. Et je fais vraiment la différence en tant qu'APA multicarte où je suis. La performance c'est une chose, la motivation c'en est une autre. Et notre public, c'est de la motivation, c'est pas de la performance. Je suis désolée là-dessus, moi je suis claire, nette. Moi oui, quand toute seule, je vais pour me faire un défi, pour monter à 3002 en tentant, de faire la Tautrette de 130 km, oui c'est une performance en équipe et on s'entraîne comme tel. C'est là où on vient à haut niveau. Même si c'est départemental, fédéral, haute, ou une petite course, ou quelle qu'elle soit, mais une performance, c'est un résultat et c'est un entraînement précis, quelle que soit la chose. La motivation, c'est une autre chose. Et personnellement, je le vois comme tel. Et la motivation, c'est ce qu'on propose à tous nos publics, quels qu'ils soient, pour avancer, pour se dépasser, oui, mais c'est pas une performance. Pour moi, c'est juste qu'il n'y a pas une performance. Pour moi, la performance, elle est vraiment propre à chacun. Parce que je suis d'accord que c'est une recherche de résultats, mais ça dépend toujours des objectifs de chacun. Pour moi, si on vise l'excellence dans le cadre des Jeux Olympiques ou Paralympiques, effectivement, on recherche vraiment l'excellence et il faut avoir l'entraînement, il faut avoir tout ce qu'il faut pour. Moi, je prends l'exemple par rapport pour mes patients où je parle de performance, c'est par rapport à eux, leurs objectifs initiaux. Donc je pense que c'est juste, il n'y a pas une seule performance, pour moi c'est vraiment en fonction de l'objectif posé par la personne et du but accordé par rapport à ça. Sur la performance, en fait, il y a peut-être deux types de performances qu'il faut distinguer. La première, c'est une performance par rapport à une notion de classement. C'est effectivement les JOP qu'on trouve facilement. Et maintenant, il y a vraiment une notion de performance, mais qui est liée effectivement à la personne elle-même, de façon intrinsèque, sur ses capacités physiques. Et l'exemple tout bête, c'est qu'il y a encore une cinquantaine d'années, la distance phare en course, c'était le marathon, et c'était exceptionnel quand on arrive à le finir. Maintenant, c'est plus un marathon, c'est un Ironman. Maintenant, l'Ironman, ça ne suffit plus, il faut encore aller plus haut. Et en fait, on se retrouve avec des distances de plus en plus importantes, des conditions parfois aussi pour faire ces courses de plus en plus compliquées. Et je trouve qu'on est dans cette dynamique aussi de performance, d'aller pousser le corps à l'extrême. Je me permets de rebondir par rapport à ça, c'est-à-dire que si je comprends bien, est-ce que vous pensez que le mot de performance, c'est encore un peu tabou dans nos métiers de l'adaptation ? Et ce qui m'amène à la deuxième question, c'est que comment on fait pour quand on a des publics en face de nous qui ont certaines limitations, on va dire, et qui viennent nous voir en disant moi je suis venu parce que j'avais un modèle d'un athlète, je veux être pareil, et qu'on se dit ça va peut-être être compliqué. Et je voulais savoir comment vous le vivez, vous le ressentez. Est-ce que déjà pour vous le terme de performance, de compétition, ça reste tabou ? Ou est-ce que vous vous en servez ? Est-ce que vous rebondissez dessus ? Et comment vous gérez un public qui a pour modèle des athlètes para ou des athlètes classiques et qui se dit moi je voudrais être à sa place ? Je vais en profiter, puis je vais revenir sur quelque chose qui m'a intéressé. Alors moi, je vais prendre mes multicasquettes. J'interviens sur une formation handisport qui est un diplôme du ministère des Sports, un DE. Et moi, j'ai milité pour que les publics qu'on accueille puissent se confronter à la réalité, justement, de la performance sous différentes formes. Donc, pour ce faire, j'ai insisté pour qu'on puisse aller dans des structures avec des accueils spécialisés. Donc là, par exemple, on les emmène, moi j'interviens sur le basket fauteuil, et on les emmène à la Fondation Richard, il y en a peut-être qui connaissent, avec des publics qui sont
lourdement handicapés, et pour leur faire voir la spécificité de ça. Quand on est confronté à eux, on est quelque part, pour les publics qu'on met en activité, sur une notion de performance par rapport aux problèmes qui se posent et à ce qu'on leur demande de faire. Et l'activité, comme souvent d'ailleurs, elle n'est qu'un moyen d'arriver à d'autres choses. Après, pour qu'ils comprennent aussi la dimension multifactorielle de la performance, je les emmène sur des clubs qui ont une logique de pratique de loisirs et d'inclusion, et aussi sur un club où là, la performance en termes de compétition est validée par une pratique fédérale. Donc ça permet d'aborder l'ensemble des facteurs, et je pense que ça, c'est très très intéressant en termes de formation et en termes d'adaptation de ce que l'on peut mettre en place, parce que ça permet de réfléchir différemment. Pour le coup, pour aller dans ton sens, je pense qu'il faut on va dire séparer le début de la pratique au même titre qu'un valide. En fait, quand quelqu'un commence une discipline sportive, on ne parle pas de performance tout de suite, on parle d'abord de plaisir, et puis c'est petit à petit, en développant des qualités dans la pratique, en prenant plaisir, que petit à petit l'objectif évolue vers une pratique compétitive, et puis en prenant quelques résultats, on évolue vers du haut niveau, et ainsi de suite. Mais je pense que là, pour le coup, ce n'est que mon avis, mais pour le coup, il y a une similitude entre les différents publics. C'est-à-dire qu'un pratiquant qui débute, il débute une pratique en fait. C'est même pas la particularité quelconque, c'est un débutant. Et après, petit à petit, peut-être qu'on va vers d'autres types de pratiques en fonction des envies et de la manière de faire. Moi, ça m'a amené, ce que tu disais, Pascal, vers un deuxième aspect. Je ne sais pas si vous me rejoindrez, mais la question peut-être de l'évolution de l'entraînement sur un public déjà de pratiquants, c'est peut-être là-dessus où je verrais une différence entre un public handi et un public valide. C'est sur la manière dont on encadre, non pas forcément sur la manière d'aller chercher la performance au sens du geste sportif ou du résultat, pardon, mais de la manière dont on va gérer le sportif pratiquant, parce que pour le coup, la déficience et donc l'handicap dans la vie quotidienne va forcément avoir influencé la confiance en soi de la personne. Et donc amener à plein d'autres de représentations, de limitations, et il faut peut-être considérer ça en tant que professionnel ou encadrant, parce que la manière de gérer aussi l'aspect psychologique va être différente, parce que en fait l'handicap a forcément influencé toutes les représentations. Voilà. Mais je pense que le début de la pratique, pour moi, peut-être le cadre est différent, parce que on va commencer pour certains dans un contexte médico-social, et après on va aller en effet vers une logique de club, mais pour le coup c'est quelqu'un qui débute une pratique. Sur la performance, en fait, il y a une notion qui est en train d'arriver, je trouve, et qui a encore un petit peu de tabou. Et c'est ce qui a un peu été dit, c'est qu'en fait, on dit on commence un parcours et on est dans une logique de bien-être, on se fait plaisir, du loisir, c'est cool. Et après, derrière, du moment qu'on bascule en performance, c'est comme si on mettait à l'opposé la logique de bien-être. On fait de la performance, mais il n'y a plus de bien-être. Et en fait, ça, il y a notamment le discours de Simone Biles, l'américaine, qui a eu ces problématiques de santé mentale. Et en fait, dans la performance, on est en train vraiment, je trouve, d'ajuster, chose qui n'était pas le cas avant, parce que c'était des programmes qui étaient faits pour tout le monde de façon très poussée. Et maintenant, on est en train de prendre en compte la santé mentale des sportifs de haut niveau, que ce soit sur le paralympique ou l'olympique. Mais on prend en compte cette santé mentale et on adapte de plus en plus la pratique par rapport au bien-être du sportif de haut niveau. Et on aura la même logique sur les femmes, par exemple, qui ont de l'endométriose, sur la gestion des douleurs. Et en fait, il y a des choses comme ça qui s'adaptent. Et donc, c'est intéressant de voir que la performance est au service de la pratique de monsieur et madame tout le monde. Et inversement, en fait, cette logique de bien-être qui se développe de plus en plus dans notre quotidien va remonter sur le haut niveau. Du coup, je me permets, si tu fais le lien en effet avec Simone Biles, j'y ai pas pensé, mais en fait, quelque part, le haut niveau, si on parle de cette forme de performance-là, là encore, on dit au valide, c'est de l'individualisation, en fin de compte, donc de l'adaptation dans tous les cas. Moi, je suis sur un sport collectif, mais une des spécificités de la pratique du haut niveau, c'est qu'on est forcément dans l'individualisation. Donc on retrouve les mêmes logiques
Alors en plus, en basket fauteuil, on a parlé des problèmes de classification tout à l'heure. C'est extrêmement complexe. Il y a eu tout un historique qui a été fait, qui est intéressant sur les processus de classification. Mais une des évolutions qui a été faite dans un premier temps, c'est de passer uniquement d'une classification médicale à une classification fonctionnelle. Et ça, c'est très intéressant, et notamment sur ce qui se passe dans la réalité du jeu. Donc nous, quand on passe sur les épreuves de classification, il y a bien évidemment le dossier médical qui est pris en compte, mais il y a aussi, après, dans la réalité, les actions qui sont possibles de faire ou pas par le pratiquant. Parce que c'est pas à vous que je vais l'apprendre, mais la nature même du handicap, elle est très spécifique à chacun. Même dans les mêmes groupes, même dans les mêmes catégories, c'est un petit peu compliqué. Après, l'interprétation et les classificateurs avec leurs notions, ça c'est encore un autre problème. Je pourrais vous en parler pendant des heures avec plein d'anecdotes, mais ça c'est un autre débat. Une autre chose qui a été faite dans l'actualité là, qui a été très importante par rapport aux Jeux de Paris. Faut savoir que le basket, alors je vais militer un peu pour ma paroisse, est une des disciplines phares dans le handisport, puisqu'on a fait la référence à Stockmanville tout à l'heure. Ça a été une des premières disciplines qui a été accessible aux gens en fauteuil. Et il a failli disparaître aux Jeux de Paris parce qu'il y a eu des débats, des querelles entre l'IWBF, structure internationale du basket fauteuil, et l'IPC, à cause notamment de ce qu'on appelle la notion de handicap minimal chez nous. Et ça, c'était un vrai problème parce que c'est aussi lié à l'intégration des, entre guillemets, plus ou moins valides qui viennent empiéter dans la pratique des personnes en situation de handicap. Donc ça a été un gros débat et ça a amené d'ailleurs certains pratiquants qui ont été champions paralympiques à être exclus. On parlait d'exclusion aussi tout à l'heure. Ils ont été exclus des équipes parce qu'ils ne rentrent plus dans les critères de classification. Donc c'est un vrai problème et ça renvoie aussi à la notion de performance. Comment on intègre la notion de performance avec quelqu'un qui est atteint très haut, un paraplégique qui est atteint très haut, et quelqu'un qui a donc ce qu'on appelle nous le handicap minimal, avec par exemple des opérations multiples au niveau des genoux qui font qu'ils ne peuvent plus avoir une pratique valide normale. Alors comment on l'adapte, comment on la prend en compte. En plus, ça renvoie aussi à la notion de rôle qu'ils peuvent avoir dans le jeu, qui est encore plus discriminative que la notion de handicap elle-même. Voilà, donc il y a plein de choses qui interpellent par rapport à ça. Je ne veux pas parler non plus. On continue et il y a une chose à laquelle j'ai pas encore forcément eu ma réponse, c'est que par rapport à ces publics qui viennent avec peut-être des étoiles dans les yeux par rapport à la performance, comment vous gérez ça? Est-ce que du coup votre comment dirais-je, appréciation de la performance et votre peut-être contact ou expérience de la performance, ça vous permet aussi de pouvoir avoir une autre vision de l'adaptation? Est-ce qu'on peut faire des parallèles quand même? Qu'est-ce que ça peut apporter au monde de l'adaptation? Alors, comment dire? J'ai pas spécialement un public qui voudrait être, qui aurait vraiment des étoiles dans les yeux. Après, ça peut être une possibilité. Moi, je parlerai un petit peu dans mon cas et de mes expériences multiples. Alors, je suis plus dans le terrain, on va dire, ou dans une équipe plutôt autour de l'amputation. Et en même temps, si j'avais quelqu'un, ou ça m'est arrivé, faut pas croire non plus, qui aurait vraiment des étoiles dans les yeux, oui, ça reste une source de motivation, de projet, d'avancer, ça c'est sûr. Après, de là, de dire que la ligne et les étoiles soient possibles, c'est un autre monde. Il faut être une réalité quand même. C'est vraiment un autre monde pour des multiples raisons. D'abord, capacité physique, c'est sûr. L'entourage, oui, d'arriver dans un lieu qui peut vous emmener à ça. Donc, on va partir de fédération ou autre. Mais aussi, c'est pas tout beau non plus à ce haut niveau. Si je parle du côté amputation, je suis désolée, mais ces athlètes restent tout seuls, je suis désolée de le dire, tout seuls avec chercher des mécénats pour payer simplement. Moi, je vais vous donner un exemple. Si quelqu'un veut se mettre à courir sans partir dans les étoiles, on est amputé. Vous faites quoi, sérieusement? Moi, j'ai la réponse. Vous voyez comment? Vous savez le prix d'une lame de course?
Point. Pour courir, il faut une lame de course. Qui va lui payer sa lame de course? Eh ouais, je vous pose la question. 5 000 €. Juste la lame. L'emboîture, c'est 5 000 €. On arrive à 10 000. Pas pris par la Sécu, hein, c'est du confort. Point à la ligne. Donc, comment dire à la personne, je ne vais pas être négative, hein, parce que je suis quelqu'un de très positif, mais je suis aussi très réaliste. La personne qui va me dire, je vais aller courir, ben ouais. J'ai eu le cas, hein, une connaissance amputée qui, pour se ressentir mieux, pour être en confiance en soi, pour la motivation, se dit, oui, je voudrais bien mettre 2 pas après l'autre, mais avec un petit peu de rebond. Ouais, mais bon. Elle s'est déjà payé sa prothèse toute seule pour mettre des talons parce que c'est une fille et qu'elle veut être en talons. C'est du 15 000 €. Elle va chercher où les sous? Et moi, je connais des para-athlètes qui sont champions du monde et elle passe son temps. Ouais, elle fait partie de l'équipe de France. Elle sera attablée au JO pour y voir, effectivement. Bon, il n'y a pas beaucoup de filles para-athlètes, donc ça sera vite vu de la reconnaître. Mais pour aller, effectivement, elle fait partie de l'équipe de France. Mais on ne va pas payer ses stages d'équipe de France. Il faut trouver de quoi vivre et pouvoir se payer les déplacements, Majorque, etc. et compagnie. Donc, la personne qui a envie d'avoir les étoiles dans les yeux, ouais, je veux dire, ça peut être possible, mais franchement, il y a encore beaucoup de vagues à passer. Hein. Voilà. Donc, et à côté, je ne parle pas de performance pour le coup, là. Hein. Je parle que d'adaptation juste matérielle. Pas d'entraînement, pas de ceci, pas de cela. C'est un peu notre discussion tous les deux tout à l'heure en aparté, mais c'est ça aussi. Alors après, ça ne va pas dire que la personne qui me dit j'ai envie de dire, ça donne la motivation. Oui, bien sûr, on va motiver, on va mettre un pied dans là, il y a des adaptations, il y a des pieds un petit peu multi-cartes aussi, qui permettent quelques pas, oui, même 10 km. Moi, j'ai eu fait dans le désert parce que ma prothèse n'allait plus, avec un pied qui n'avait aucun ressort, mais j'étais motivée. Peut-être que j'avais des performances, j'en sais rien. J'ai bien fait 5 km avec une prothèse qui allait que dans l'eau, qui n'a aucun ressort dedans. Par contre, j'avais envie de finir ce bout de course qui m'était viscéral, et je l'ai fait de la sorte. Mais donc là, c'est la motivation. Là, c'est autre chose. Et que certains sportifs ont. S'ils veulent aller plus loin, ils l'ont. J'arrête là. Pour faire le lien aussi toujours sur le vaste sujet de classification, je crois qu'on a tous pas mal d'anecdotes sur le sujet. Et la question des freins, il y a aussi ceux qui ont une déficience trop importante pour pouvoir être performants au niveau international. Il y en a, ça arrive. D'où peut-être aussi l'importance d'avoir pour le coup des classifications et des catégories au niveau national, où on adapte parfois les conditions de pratique. J'ai en tête certaines disciplines, pour ne pas le citer, le tir à l'arc ou la pratique internationale, ça peut être du 70 mètres. 70 mètres, ça demande un certain nombre de choses physiquement. Donc au niveau national, on a mis en place à l'époque des catégories où la taille de la cible est adaptée et la distance est adaptée aussi, avec des catégories qui vont jusqu'à 20 mètres parce que les handicaps sont trop lourds pour pouvoir aller jusqu'à 70 mètres. Pour autant, est-ce que parce que le handicap est trop lourd, ils n'ont pas le droit de chercher à atteindre une forme de performance et donc à améliorer en fait leur habilité dans leur capacité? Il faut, je pense, faire la différence entre ce que le handicap va induire en limite et le fait qu'avec l'entraînement, ils peuvent quand même améliorer un certain nombre de choses. Donc c'est en fait le propre même de l'entraînement, c'est d'améliorer ce qui existe au départ. Et donc je crois que c'est aussi important d'avoir un certain nombre de catégories par rapport à ce qui se disait tout à l'heure. Peut-être pas au niveau international pour simplifier un certain nombre de choses, mais de permettre quand même à des personnes qui n'ont pas forcément accès à l'international de pouvoir pratiquer, prendre plaisir, qui veulent prendre plaisir dans de la compétition, et justement permettre d'avoir un accès au plus grand nombre en étant quand même dans une logique discriminatoire, mais ce qui est aussi le propre du haut niveau. Hein. Tous les valides ne sont pas champions du monde de foot par exemple, donc voilà. Je pense qu'il y a aussi ces nuances-là à considérer. Sur la performance, en fait, donc nous on utilise bien toutes ces représentations que les patients pratiquants peuvent avoir. Après, ce qu'il faut, c'est pas non plus leur mentir. Effectivement, il y a tellement d'obstacles avant d'arriver sur cette logique-là que ça sera peut-être impatient dans une carrière en fait qu'on pourra peut-être pousser. Donc l'idée, c'est d'utiliser ces représentations pour pouvoir leur amener des objectifs et que ces objectifs soient progressifs.
Et en fait, au fur et à mesure, c'est la personne elle-même qui va se rendre compte que ce qu'elle avait visé au tout début dans son parcours, que ça va pas être atteignable et que ça sera pas possible. Mais on va pouvoir aller chercher en fait des objectifs peut-être en dessous, mais qui seraient au-dessus de ce qu'elle avait peut-être imaginé, qu'elle pensait pas être capable. Ça peut être courir un semi-marathon. Alors oui, ça sera pas un athlète de haut niveau, mais quand c'est une personne qui avait rien fait depuis 20 ans, et revenir sur un semi, c'est déjà génial. Et en fait, c'est là-dessus qu'on va venir accrocher cette performance. Moi, je vais prendre l'exemple du coup par rapport au centre de rééducation et d'adaptation dans lequel je travaille. Nous, on n'est pas dans l'objectif d'excellence et de performance dans ce sens-là. Il n'y a personne qui a cet objectif-là en étant dans le centre de rééducation. Donc nous, on se sert plus de tous ces événements-là pour plutôt promouvoir l'activité physique de manière générale, avec les objectifs de chacun, mais plutôt dans une promotion du bien-être et du plaisir de pratiquer, plutôt que de viser vraiment cette excellence-là. Ouais, alors ça c'est quelque chose qui est intéressant. Alors moi, je connais Fred depuis longtemps. J'ai eu la chance qui m'est emmené des fois dans ces délires que vous devez connaître, vous si vous l'avez côtoyé. Mais je me souviens d'être parti avec lui dans la neige faire des raquettes avec des traumas crâniens lourds. Et pour moi, on était dans la performance. Mais voilà, après j'ai connu la performance sur des jeux para où là, on parlait tout à l'heure de la problématique du matériel, on peut se poser un certain nombre de questions. Le village olympique, quand on côtoie toutes les disciplines, c'est la cour des miracles en termes de handicap, mais aussi par rapport au matériel. On parlait des prothèses tout à l'heure, il y a les Américains, les Japonais, les Anglais, enfin, les pays occidentaux, on va dire plutôt, ou assez développés pour se permettre d'avoir le luxe d'avoir des prothèses où ça fait des bruits dans tous les sens, ça clignote de partout et tout. Puis à côté de ça, vous avez les autres pays qui arrivent encore avec les vieilles cannes anglaises et des comment dire, Capitaine Crochet, hein. Voilà. Et là encore, comment on intègre la performance là-dedans? Est-ce que le plus performant, c'est celui qui a pris le titre parce qu'il avait la prothèse et le matériel adapté qui lui permettait justement, on parlait d'Oscar Pistorius et la double lame par rapport à la simple lame, avec tous les débats qu'il y a eu là-dessus. Bon, ça, je vous laisse, c'est pas forcément évident. Oui, mais il y a aussi le sauteur en longueur allemand là, qui performe et qui concourt avec des valides aussi. Ou alors est-ce que c'est l'Africain qui vient participer au jeu et qui, lui, avec les moyens dont il dispose, pour moi, fait quand même une performance. Voilà. Ouais, alors là, c'est encore un autre débat. Je vois que l'heure tourne, on a fait un... Alors, on aurait beaucoup de choses à dire, je pense qu'on pourrait y passer la journée. Moi, ce que je retiens d'après ce que vous dites, c'est que, en fin de compte, ma vision de départ, parce que j'étais un peu le candide, de savoir, en fin de compte, c'est pas si tabou de ça, de parler de performance dans nos métiers, qu'il y a différentes visions de la performance, que ça peut apporter effectivement une autre façon de voir l'adaptation, quoi qu'on puisse donner comme définition, c'est aussi c'est personnel, et que ça permet aussi de faire évoluer. On a aussi évoqué la partie classification, si j'ai bien compris, la façon dont ça se passe. Pour mettre fin un peu à cette table ronde, peut-être chacun d'entre vous, s'il veut peut-être évoquer ou un dernier mot pour la fin, ou alors peut-être place aux questions, ça sera peut-être vous dans le... Ouais. Juste peut-être dire quelque chose qui me tient à cœur. Moi, j'ai géré des filles pendant 7 ans, donc en équipe nationale. Et la notion de performance, où elle m'a notamment intéressé, c'est parce qu'elle a permis à certains de développer des projets de vie autres à travers ce qu'elles étaient capables de produire sur le terrain. Et ça leur a permis de prendre conscience de la possibilité de se dépasser, de faire autre chose. Et ces filles-là, après, je les ai retrouvées mères de famille, alors que quand je les ai eues au début, c'était impossible d'envisager d'être maman. Et là, elles se retrouvaient après dans la performance sportive et puis dans un projet de vie qui a pris une autre dimension, quoi.
Ben, merci beaucoup, merci à vous aussi.